On est à peu près à la moitié du calendrier sur le Grand Paris Express. Ça a commencé avec Nicolas Sarkozy un peu avant les années 2010, enfin 2008-2009. On est en 2020 et on considère qu'il faudra encore une grosse dizaine d'années, si tout va bien, pour que l'ensemble du réseau soit achevé. Et on a vu quand même une certaine prise en compte de l'impératif d'avoir des gares qui renforcent l'attractivité des infrastructures de transport. C'est aussi des outils d'aménagement en surface très intéressants parce que soit on refait de la ville sur la ville, soit ça permet aux élus d'engager des programmes de transformation. C'est toujours un peu difficile parce que chacun aimerait bien que soit la fonction architecturale, soit la fonction transport, soit la fonction commerciale soit plus forte, mais il faut bien concilier tout ça et donc c'est quasi en permanence une sorte de compromis social-démocrate que d'arriver à faire coexister tous les impératifs. La maîtrise d'ouvrage Société du Grand Paris s'est lancée dans ce défi de construire en moins de 20 ans 68 nouvelles gares, couplées évidemment aux 200 km de nouveaux tunnels. On est dans un contexte urbain très différent de celui du métro de 1900, de celui des premiers métros, des premières lignes dans Paris. Là, c'est la première fois qu'on fait une révolution de transport en Île-de-France qui est fondée sur l'idée même d'arrêter d'étendre la ville, mais de recréer la ville sur elle-même autour des gares. Donc pour mettre en musique tout ça, on a fait des appels d'offres différenciés par gare, avec des choix d'architectes différents par gare. Néanmoins, ces architectes ont tous été guidés par une charte qu'on a travaillée dès le début du projet, donc 2010-2011 avec Jacques Ferrier. Alors on dit souvent les architectes, l'architecture coûte cher, et le coût du projet du Grand Paris Express s'est envolé à cause des architectes. Il y a eu cette petite polémique il y a quelques années. Je voulais juste peut-être rappeler comment se décompose le coût d'une gare. Je pense que c'est important qu'on ait tous ça en tête. Sur le Grand Paris Express, quand on fait la moyenne de la ligne 15 Sud, donc c'est les quais de 120 mètres, les plus importants, le coût moyen d'une gare, c'est 150 millions d'euros. Sur les 150 millions d'euros, vous avez 100 millions d'euros qui correspondent au génie civil, c'est-à-dire la boîte de béton qu'on vient creuser en sous-sol. Ensuite, vous avez environ 20 millions d'euros qui correspondent à l'ensemble des systèmes et des équipements techniques liés à l'exploitation de la fonction transport de la gare. Ensuite, vous avez à peu près 10 millions d'euros j'aurais dû commencer par là, de travaux préparatoires, déviation des réseaux existants, etc. Et ensuite, donc là on est à 130 millions d'euros, vous avez un peu moins de 10 millions d'euros pour ce qui relève du second œuvre, donc c'est les sols, les plafonds, les murs de la gare à l'intérieur, et un peu moins de 10 millions d'euros pour ce qui est de l'émergence du bâtiment gare qui émerge sur l'espace public. Donc on voit que bon an mal an, l'impact de l'architecte sur des projets d'infrastructure comme celui des gares, il se joue que sur 15%, on va dire, du prix de ces infrastructures. Il y a environ 3 ans, quand il y a eu cette polémique sur le dérapage des coûts, on avait tendance à dire, bon, on va arrêter de faire des gares qui sont belles, on va se contenter de faire du solide et on rabiote tout ce qui dépassera. On en est un peu revenu de ça s'est un peu calmé quand même. Cette question de la qualité, elle se joue sur la question de la pérennité de ces gares. Et l'architecture, l'architecte est aussi le garant de cette pérennité. Et là, on voit bien aussi la dimension de fierté qu'ont les habitants. Moi, je suis très souvent sur les chantiers et je suis vraiment frappé par l'attente qu'ont les habitants aujourd'hui, qu'ont les riverains de ces futures gares. Et je suis aussi frappé par la connaissance qu'ils ont de ces futurs projets. De gares qui sont réalisées dans le cadre de l'extension des halls vers l'ouest. La gare de la Défense, donc, cette gare est située sous le CNIT. On voit en rouge, en fait, l'emprise de la gare par rapport au CNIT, qu'il s'agit, en termes de volume, de glisser la tour Montparnasse sous le CNIT. Une coupe longitudinale ici, donc comme je le disais, on voit un peu l'échelle du sujet, 225 mètres de longueur de quai, et puis donc tout le corps central de la gare, avec ses piles monumentales,
Donc aujourd'hui, il y a 120 poteaux qui sont à reprendre en sous-œuvre. Là, donc c'est pour un poteau. Donc cette opération est en cours actuellement et elle est donc répétée 120 fois. Ce poteau est en fait pincé, je dirais serré, avec des barres de précontrainte boulonnées que l'on voit ici, avec des plots béton de part et d'autre. Donc voilà une partie du chantier tel qu'il se déroule aujourd'hui, avec, donc, comme on le voit, donc les poteaux du parking, les poutres métalliques, les micro-pieux qui sont situés ici, et donc la dalle qui ensuite va être qui est en cours de réalisation. Au départ du projet, il n'était pas prévu de liaison vers le CNIT. Et puis le gestionnaire du CNIT, qui est Unibail, a vu le projet, est venu voir la maîtrise d'ouvrage SNCF en disant « Oula, attendez, là il y a quelque chose qui peut nous intéresser. Est-ce que vous ne voulez pas revoir le projet un petit peu pour créer une liaison directe entre la gare elle-même et le CNIT, et en particulier le centre commercial du CNIT ?» Voilà donc la faille avec un système circulatoire d'escalier mécanique et qui monte vers le centre commercial. Et donc en termes de matériaux, on essaye de rendre ces espaces le plus chaleureux possible. Donc là, c'est le bois, donc c'est le mélange bois-béton qui a été retenu. On a une mise en valeur assez forte de ces poteaux par des éclairages rasants mais venant du sol. On a également des rideaux en inox polymiroir qui vont être longés par les trains, mais également par les voyageurs en partie supérieure, et qui vont démultiplier les mouvements, les espaces. Aujourd'hui, l'ensemble du rond-point est occupé par le chantier de la gare des Halles. Et donc on vient en violet donc insérer cette gare dans un espace très contraint entre la ligne 1 et le parking du Palais des Congrès. Et puis donc côté sud, l'extension du bois de Boulogne avec un front planté très présent. Et donc on a ce grand volume central éclairé donc par un plancher de verre. Ça c'était une demande de la ville de Paris qui voulait que sur le futur parvis on soit le plus plat et le moins visible possible. Voilà les vues intérieures, donc ça c'est depuis la zone d'échange. Et voilà, et donc ce plancher vitré laissera passer un maximum de lumière pour ne pas faire passer, je dirais, les voyageurs dans des tubes et des tunnels comme c'est souvent le cas, mais avoir des espaces plus nobles pour les voyageurs. En tout cas, moi, ce que j'ai appris en travaillant à fond, le problème des halles, c'est que les gares, c'est d'abord une question de politique. Et c'est une question de politique et c'est une question politique. Sarkozy, à peine élu, fait du Grand Paris une question à juste titre importante. L'annonce comme telle organise, rappelez-vous, un concours extraordinaire de 10 équipes multidisciplinaires sont appelées à réfléchir, une sorte de concours d'idées très ouvert, qui réunit des spécialistes de toutes les parties concernées autour de quelques grandes figures de l'urbanisme international. On a choisi de relier des pôles d'excellence économique existants ou à venir, quelques cités à désenclaver, quelques endroits où il fallait se connecter aux lignes prolongées du métro. Les cités à désenclaver, j'ai l'impression que là, vu les coûts phénoménaux, c'est peut-être ceux qui vont être supprimés en premier. De choisir en deuxième lieu un parcours souterrain qui, en effet, empêchait les polémiques, mais qui est quand même, alors là, pour le coup, pas très écologique, qui génère des milliards de mètres cubes de déblais, qui coûte une fortune. Vous avez donné les chiffres, c'est quoi ? C'est 35 milliards. 35 milliards, mais sur le coût d'une gare, et on n'a pas compté les morceaux de tunnel dans le prix. Tout ce qui est de l'ordre du forage, du cuvelage, je sais pas si vous comptez le lot escalator dedans, qui doit être phénoménal.
je vais aller monter de 55 mètres pour remonter en surface. Enfin, c'est vraiment des choix voilà, qui sont aussi de donner au BTP voilà, un certain nombre de choses à faire. Enfin, voilà. Et les gares, vous aviez raison de le souligner, elles sont juste le petit chapeau, au fond, l'architecture des gares, sur un réseau absolument tentaculaire, extrêmement cher, une sorte de cerise sur le gâteau qui est confiée à Rem Koolhaas, etc., avec des images dont on se demande en les voyant si réellement elles vont être, la réalisation va pouvoir être à la hauteur de la promesse communicationnelle qu'elles incarnent. Et la décision politique, moi j'ai envie de dire, heureusement que finalement la décision de lancer un projet comme ça est politique. Ce serait dramatique que cette décision soit technocratique, oui, ou d'un acteur privé. 100% privé. Et tous ces projets sont l'héritage de projets que portent différentes structures en Ile-de-France depuis les années 80-90. Quand on met bout à bout ces histoires, ces petites histoires de tous les prédécesseurs du Grand Paris Express, on se rend compte que ce projet est largement l'objet d'un compromis politique à l'échelle des équilibres politiques de l'Île-de-France, entre certes l'État, la région Île-de-France, mais également les acteurs locaux. Évidemment, le souterrain coûte cher, le souterrain d'un point de vue d'utilisation des matériaux, d'utilisation du béton, c'est pas aujourd'hui la solution forcément la plus optimale. Mais aujourd'hui, clairement, avec les tramviaires qui existent dans le Grand Paris, qui sont toutes orientées historiquement vers le centre, avec cette disposition en étoile, il était quasiment impossible, sans destruction massive évidemment de linéaires d'habitat, donc d'expropriation aussi massive, de construire en aérien, en reliant les zones denses d'habitation et les centres historiques de la banlieue d'Île-de-France, ces différents territoires. Moi j'ai peur des gares cathédrales, parce que je pense que dans les cathédrales on pense plus à Dieu qu'aux croyants. Et que, en l'occurrence, les gares cathédrales, qui étaient celles des premières garéoles aussi, c'est plus un geste d'architecture qu'un geste de réflexion sur comment fonctionnent les gens, quelque part, malgré tout. Et je suis étonné quand on vous présente des plans de gare ou des images de gare, on les monte avec trois Pékins dedans, quoi, quelque part. C'est-à-dire que ça serait intéressant de remontrer les mêmes dessins avec 1000 personnes dedans. Comment peut-on, dans des installations aussi importantes, arriver à gérer ces notions de sécurité de façon à ce qu'il n'y ait pas d'effet de panique? Il y a un moment où on arrive dans des infrastructures souterraines et des échanges extrêmement complexes, avec des flux très importants. Enfin, effectivement, vous avez raison. Alors, on fait malgré tout, mais c'est une question, enfin, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez à un moment, c'est que on se pose des questions. Pourquoi, et d'un point de vue politique, une volonté très forte aurait été, par exemple, d'arrêter de construire la Défense, de recréer un pôle côté est parisien, par exemple, etc. Aujourd'hui, on est aussi dans des logiques financières qui font qu'il y a cette concentration-là.